Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Blade Runner 2049 par Denis Villeneuve, suite de Blade Runner, premier du nom, sorti en 1982, réalisé par Ridley Scott. Ridley Scott qu'on trouve pour le coup cette fois-ci avec la Scott Company, pour le coup à la prod si je me souviens bien, ouais, Scott Free Productions, c'est ça. C'est ça. Donc, que dire de ce film si ce n'est qu'il est fabuleux. Alors attention, il est fabuleux, mais fabuleux genre Gruyère, genre il y a des trous dedans quand même, il y a quelques trucs, c'est pas tip top. Bon, après on va partir de ce concept là qui en fait explique que j'ai absolument mais pas du tout apprécié en fait Blade Runner qui est sorti en 82, donc le premier du nom. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché à ce film, j'y arrive pas. J'ai beau le voir, je sais pas, il y a quelque chose qui me va pas dedans. Ça fait partie encore une fois des films où je suis incapable, enfin que je suis incapable d'apprécier, mais où je suis en revanche capable d'apprécier en gros la technicité et tout ce que ça a pu apporter au cinéma au final. Parce que franchement, il y a un univers, c'est quelque chose d'assez codé, ça répond à... Enfin, on va dire que ça renouvelle pas mal de genres pour le coup. C'était pour l'époque en plus relativement bien foutu, avec un véritable univers. Il y avait vraiment quelque chose derrière de très décadent en fait dans le monde des humains, bien sûr, n'est-ce pas? Et c'est toute cette décadence justement aussi qui est un repère très graphique donc dans Blade Runner 2049. On va en parler. Donc on va rapidement resituer toutes ces conneries. Donc dans le 1, il y a Descartes et tout ça, hein. Non, en fait, je vais pas trop vous raconter. En plus, je vais pas non plus vous spoiler le 1 si vous l'avez pas vu. Mais si vous n'avez pas vu le 1, d'ailleurs, qu'est-ce que vous venez foutre là? Bref, donc en gros, ce qui se passe, c'est que l'histoire, c'est approximativement une vingtaine d'années après le 1, me semble-t-il. Donc il y a plusieurs choses qui sont évoquées d'ailleurs dans le film. Entre ce qui se passe justement entre le premier film et le deuxième. Donc apparemment il y a eu un événement qui s'appelle le Blackout. Je vous en dis pas plus, vous verrez par rapport au film, mais c'est un événement assez important, du fait qu'il, pour le coup, d'où le terme de Blackout, remet pas mal de choses à zéro. Mais bon, enfin pas par rapport à l'histoire et tout ça, c'est pas un procédé malhonnête qui permet aux scénaristes de pouvoir faire ce qu'ils veulent après avec le film, non. Au contraire. Donc voilà, ce qui se passe donc dans Blade Runner 2049, on retrouve un jeune et fringant Ryan Gosling, qui est toujours aussi beau, n'est-ce pas, qui en gros est à l'instar de Descartes, donc dans le 1, c'est un Blade Runner qui poursuit donc les Nexus 8, cette classe de réplicants qui, pour certains en tout cas, dans les colonies donc extraterrestres qu'ils ont créées, les colonies de l'espace, qu'ils appellent ça comme ça m'avait fait marrer, je me souviens dans le premier film où ils disent colonie de l'espace et pas colonie spatiale. C'est très bizarre comme façon de le dire en plus. Enfin voilà. Donc les Nexus 8 donc, qui essayent donc de les retrouver, de les pourchasser, de les arrêter au mieux et de les flinguer au pire. Donc voilà. Ce qui était très bien, un truc à retenir déjà pour le film, c'est que la bande-annonce n'en dévoilait pas trop, à part le retour de Descartes, mais au final, c'est pas un spoil pour le coup, mais vu que ça arrive à peu près à la moitié du film, c'est pas quelque chose de... C'est pas un plot twist quoi en fait, hein. De toute façon, on s'y attend plus ou moins, étant donné que l'histoire commence à tendre vers ça au bout d'un moment, mais je vous en dis pas plus pour le coup. On va commencer donc à parler déjà du positif. Je pense qu'on va commencer par ça, on va parler du positif, et ensuite on parlera du négatif. Positif, tout l'aspect, en fait, tout l'aspect visuel du film. Tout.
En général, quand on fait un film, enfin quand un film est fait, quand on fait un film, bien évidemment, évidemment, bien sûr, quand un film est fait, ce qui se passe, c'est que dans l'univers visuel, il y a un délire souvent de forme, mais pas de fond, ou alors avec un fond qui est pas assez creusé. Là, pour le coup, hop, pardon, je lâche un petit rot, il va pas sortir l'enculé. Donc ce qui se passe, c'est que là, putain, on avait déjà quelque chose de particulièrement marqué dans Blade Runner premier du nom. Mais là, ils ont vraiment fait quelque chose, c'est parti loin. Le film, il est ambitieux dès le départ. Le film est ambitieux et il cherche vraiment à t'en mettre plein la gueule. Et il est ambitieux parce qu'il a des... Il est conscient, en fait c'est un film qui est conscient de lui-même par rapport à ça. Il sait qu'il envoie du pâté niveau visuel. Donc il se fait plaisir quoi pour le coup. Et c'est pas de la prétention, hein, c'est de l'ambition. Parce que si ça avait été prétentieux au final, le film aurait eu des très grosses couilles mais une toute petite voix. Donc ça aurait moins bien marché. Voilà, n'est-ce pas? Donc, les ambiances visuelles, bon, évidemment, beaucoup de travail sur la lumière. Quelque chose qui était aussi présent dans le 1, mais moins, on va dire, moins systématique, en fait, que dans le 2. Dans le 2, il y a vraiment toujours un très grand travail de la lumière, ce qui fait d'ailleurs que dans beaucoup de scènes, les personnages seront dans la pénombre. On voit pas leur gueule, ils causent, c'est tout. Et il y a toujours cette espèce de petit jeu où un personnage est dans l'ombre, on ne le voit pas, on voit juste sa silhouette, et d'un coup il apparaît, ou truc comme ça et tout. Enfin, il y a beaucoup de jeux avec ça. Même, c'est quasiment, comme je l'ai dit, c'est systématique. On voit exceptionnellement souvent ça. Peu importe les personnages, méchants, gentils, voilà, hein, pour le coup. Donc, il y a des... comment expliquer ça? C'est assez marrant, ils ont gardé les codes couleurs à peu près les mêmes au final que dans le 1. Ces codes couleurs, en fait, t'as le doré évidemment pour la richesse. Là pour le coup, on n'a plus la Tyrell Corporation qui a Quick évidemment, hein, parce que dans le 1 évidemment, vous voyez ce que je veux dire, pour pas spoiler les gens qui n'ont rien à foutre là mais qui sont là quand même. Donc ouais, il y a le doré, il y a le bleu, il y a le vert, il y a le gris. Et énormément aussi le noir, beaucoup plus d'ailleurs, c'est ça qui m'a choqué aussi un petit peu, c'est que au niveau global, si on prend l'œuvre dans son entièreté, le 1 est plus coloré que le 2. Après ça s'explique, vous verrez pourquoi, j'ai déjà donné une piste tout à l'heure en parlant de Blackout, mais en gros c'est plutôt normal qu'il soit beaucoup plus sombre, quelque part par rapport à ce qui s'est passé en fait entre les deux films, au niveau temporel. Hein, n'est-ce pas? Donc, que dire d'autre? En fait, c'est compliqué de vous expliquer de façon précise de quoi je parle sans spoiler. Mais c'est-à-dire qu'en fait, je suis un peu ébloui, un peu, je me sens un peu, comment dire, tourneboulé par la magnificence visuelle du film qui part dans des moments très poussiéreux, très Mad Max. Il y a un passage très Mad Max, on le voit pas mal d'ailleurs dans la comment ça s'appelle, dans la bande-annonce. Et puis c'est vraiment tout, comme j'expliquais tout à l'heure, cette espèce de décadence de l'humanité où en gros c'est véritablement une exacerbation de ce qu'on vit actuellement. Donc les décharges, c'est assez marrant, sans vous spoiler de toute façon. Et à un moment donné, le personnage principal, interprété par Ryan Gosling, sort en fait de Los Angeles et donc il va en fait dans un, comment ça s'appelle, il va en gros à San Diego, donc qui est pas super loin hein, de Los Angeles pour le coup. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Los Angeles et toute la conurbation en fait de Los Angeles, quand t'en sors, t'arrives directement à San Diego. Et San Diego, qu'est-ce que c'est? C'est une énorme décharge. En fait, c'est juste ça. C'est une décharge à perte de vue, quoi. C'est du caca partout. Et c'est assez marrant. En gros, bon. Il y a une critique évidemment écologique. Bon, survolée. Hein, le film ne se planche pas enfin, il essaye pas de faire vraiment une critique écologique avec le film pour le coup. Mais c'est assez prépondérant pour le coup. Pour le coup, je dis beaucoup. Pour le coup, n'est-ce pas? Donc il y a aussi l'aspect citadin aussi qui est plutôt décadent. À un moment donné, il survole en fait tout un espace où en gros t'estimes qu'en gros c'est des HLM plus ou moins. En tout cas où c'est les gens de la classe moyenne et la classe plus ou moins pauvre qui vit. Donc c'est assez marrant, c'est des énormes blocs
En plus, tu les vois du ciel, donc tu vois que bon, comme aux États-Unis, toutes les rues sont évidemment perpendiculaires et parallèles, toujours à angle droit, pour faire une espèce de damier. Et là, tu vois qu'en fait, il n'y a aucune aération. Faut pas être claustro, quoi. C'est assez marrant. T'as des pâtés de maison qui sont déjà gigantesques. Ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de mètres d'un point à l'autre d'une rue. Et t'as pas de petites rues qui passent au travers et tout ça. Non, c'est compact. Le machin, c'est du HLM. Du bon gros HLM de partout. En plus, qui font tous la même taille. Donc ça fait vraiment damier et tout. Et tu vois la rue avec la lumière au milieu. C'est assez marrant. Et ensuite, quand tu vas plus, on va dire, au centre de la ville, tu te retrouves avec des pubs gigantesques. Donc c'est marrant en plus, quelque part, parce que tu avais déjà cet aspect-là, en fait, dans le premier film. Et là, tu vois un petit coup de Coca-Cola, t'as du Atari, du Sony et tout ça, c'est assez marrant. Et puis on avait aussi ça pour le coup dans l'adaptation de Ghost in the Shell. Mais là, le délire est totalement différent et un aspect plus intéressant au niveau cinématographique, n'est-ce pas? Au niveau de la satire, n'est-ce pas? Au niveau du jeu d'acteur, alors, ça reste encore pour l'instant dans le positif. Donc Ryan Gosling est, on va dire, égal à lui-même. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui, à part que ce mec, c'est attendez, je cherche le mot. Ouais, c'est un petit surdoué au final. Il te fait des trucs, t'as l'impression que limite c'est facile pour lui. Bon, il a toujours ces quelques petits... comment dire? Il y a des petits tics qu'on retrouve dans quasiment tous ses rôles, en fait. Des petits tics au niveau de la façon dont il bouge sa tronche, ses sourcils, tout ça, ses yeux. Il y a toujours quelque chose d'assez commun à tout ce qu'il fait. Harrison Ford, pour le coup, on voit déjà qu'il est beaucoup plus intéressé par son rôle de Descartes qu'il n'était pour Yann Solo, hein, parce qu'on se souviendra, je pense, toujours dans très longtemps, à quel point il en avait rien à foutre de Star Wars 7, mais d'une force, il était tellement content de crever dedans. Spoilers. Donc voilà. Que dire d'autre? L'actrice qui joue la entre guillemets femme du personnage principal. Oui, je dis personnage principal parce que pour le coup il a pas de nom, mais vous saurez pourquoi plus ou moins. Bon, il est référé, on réfère à lui en disant K, la lettre K. Donc voilà, vous saurez pourquoi en allant voir le film. Donc sa femme, qui est en fait pas vraiment une femme mais un hologramme. Voilà, bon, spoilers pour le coup, mais c'est pas très grave, c'est pour vous expliquer un petit peu le délire. Ajout très bien aussi, c'est la fille qu'on a pu voir dans... c'est quoi? C'est War Dogs, c'est ça? Le film où en gros ça parle de vente d'armes, n'est-ce pas? Très bon film aussi d'ailleurs, je vous le conseille pour le coup. Donc elle joue bien, pas de problème, ça va. Elle a un rôle assez intéressant. Ensuite il y a l'autre là, la réplicante. Donc, on sait déjà que c'est une réplicante tellement elle est badass dans la bande-annonce. Elle joue bien, elle a... C'est par petites touches, vu que c'est un personnage relativement secondaire. Il y a des petites touches de temps en temps où tu vois, elle explose, elle fait un truc, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Elle a une âme, elle a mis une âme dans son personnage, quoi. Je l'avais jamais vu cette actrice-là. Donc soit ça prouve qu'elle a pas joué dans grand chose, soit c'est moi qui ai vraiment une culture cinématographique de merde. Ensuite, bon, par contre, on va commencer peut-être à venir petit à petit du côté du négatif, et on va commencer par là. On parlait justement des acteurs. Voilà. Alors, je m'y attendais. Hein. Franchement, je m'y attendais. Il n'y a aucune surprise de ce côté-là. Jared Leto. Oh putain. T'es venu juste pour prendre ton chèque? À vous. Non, franchement, parce que sérieusement, il est faux à chaque fois. L'autre là dont j'ai parlé juste avant, la réplicante, on la voit un petit peu plus, pas beaucoup plus, franchement pas. Elle a su faire de son personnage quelque chose. D'ailleurs, elle a moins de paroles que lui, pour le coup. Elle a su donner une âme à son personnage. Jared Leto, aucune, rien. C'est le mec, il est lisse, mais lisse, c'est du beurre, le gars. Tu pourrais glisser sur lui, quoi. Il y a rien qui émane de lui. Pourtant il a un personnage qui est ultra mégalo, on le voit déjà de toute façon dans la bande-annonce. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que la façon dont ils ont monté la bande-annonce donne l'impression qu'il a plus ou moins une âme dans son personnage, alors que pas du tout. Mais alors pas du tout. Donc pour le coup, ouais, Jared Leto c'est pas bon.
Mais vraiment. Ce qui est plutôt étonnant parce qu'au niveau acteur, il est pas mauvais du tout. Bon, bah on l'a vu dans Lord of War. Là, pour le coup, il était pas, bon, pas exceptionnel, il servait pas à grand chose, mais bon, il était là et puis il jouait, hein, voilà, contrairement à dans ce film-là. On l'a vu aussi plutôt dans Mr. Nobody. Là, pour le coup, il joue dans ce film. Bon, c'est le personnage principal en plus. Mais voilà, il avait mis une âme dedans, même si c'était un personnage pas creux, mais très, très placide au final. Mais il mettait une âme dedans. Là, pas du tout, alors que c'est un personnage mégalo qui te sort des espèces de tirades qui sortent vraiment de son cul, quoi. Sérieusement, les machins, il a un délire chrétien fondamentaliste mélangé à comment dire... enfin, je sais pas, il te perd en plus. Entre sa façon de jouer et le personnage tel qu'il est écrit, il te perd. Je sais pas si c'est parce qu'il a pas compris le personnage ou parce qu'il a voulu faire quelque chose et que ça a pas marché. Je penche plutôt pour la première solution. Mais non, ça marche pas. Clairement pas. Ensuite, pour continuer dans la voie des choses négatives, il n'y a pas grand chose, évidemment, si ce n'est un point quand même assez relativement, on va dire, important, qui s'appelle le scénario. Le film, pour le coup, est long, très très long. Là, je vois même de toute façon, pour être dans l'exactitude même, il dure 163 minutes. Et c'est pas que tu les sens passer, mais tu sens que le film est exceptionnellement dense. Là, par contre, c'est pas un mauvais point. Là, ça reste du positif. Le film est très très dense. Il a quelque chose à dire. Malheureusement, il le dit pas à travers le scénario et l'histoire. L'histoire, elle est pas plan-plan. Hein. Il y a un cheminement, il y a un début et une fin, et ça se fait. C'est pas vraiment dans le cheminement qu'il y a un souci, mais plutôt le film en devient très inégal par moment. Il est tellement dense, en fait, il y a tellement de choses à dire que par moment le rythme suit pas la route, ce qui est assez débile à dire, mais ouais, il y a des petits moments où tu sens que c'est plus faible qu'à d'autres. Il y a une scène relativement, même terriblement longue, où tu te fais chier. Bon, en plus, c'est une des scènes avec Jared Leto. Les seuls moments où tu te fais chier dans ce film, c'est quand il y a Jared Leto à l'écran. Voilà. Comme ça, c'est dit. Et donc voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Après, je vais peut-être faire une session spoilers en fait. Toute petite. Toute petite. Mais en gros, il y a un plot twist qui est assez aberrant, je trouve. Parce qu'il y a, depuis quelques temps déjà, dans certains films et dans certaines œuvres culturelles et tout ça, on trouve une espèce de déférence vis-à-vis de ce qui s'appelle, en gros, avec pédance, je sais même pas si ça peut se dire pédance, la génération Y. Donc les gens qui sont nés en fait depuis début 90 et jusqu'à fin 90 en gros. C'est bizarrement la génération dans laquelle je rentre, évidemment, n'est-ce pas? Donc ce qui se passe en gros, c'est qu'il y a toute en fait cette génération, toute l'espèce de pensée philosophique, sociale et tout ça qu'il y a sur cette génération, c'est qu'en gros, on est des gens dont les parents nous ont dit en gros, bah va mon fils, tu peux tout faire. Tu peux arriver à tout faire si tu donnes du tien, si tu t'y mets très fort. Si tu te bouges le cul et si tu bosses, tu peux y arriver, tu peux tout faire, mon fils. Ou ma fille. Ou au milieu, ça dépend. Donc voilà. En gros, nous avons été tellement pourri gâtés par rapport à ça, qu'on a l'impression que nous sommes l'enfant élu. Chacun d'entre nous, en fait, de cette génération, pourrait en gros être l'enfant élu. Élu, béni des dieux, on est tous tellement trop cool, on est meilleur que tout le monde. Bon, j'ai pas besoin de déblatérer 3000 ans dessus pour vous expliquer à quel point c'est con et débile. Bref. Mais en gros, le film a cet aspect-là, mais je l'ai pas mal pris pour le coup, ce qui est plutôt étonnant. Bref. Mais en gros, il y a un délire où en gros, le héros, qui est pendant beaucoup, enfin, ouais, presque la totalité du film présenté comme un espèce, bon, pas un messie, mais en gros, comment expliquer ça sans spoiler? Il a une figure, en gros, j'allais dire encore une figure messianique. J'ai décidément un problème avec la religion chrétienne. Mais en gros, il endosse, on va dire, la peau de quelqu'un de très important.
Le mot miracle est même évoqué. Et à la fin, plot twist, d'où ce que je vous disais, le spoiler, eh bien en fait non, ce n'est pas lui. Et à ce moment-là, le personnage a toute comment dire, une remise en question qui le place en fait, lui qui se croyait au centre de l'univers, en gros, de l'univers qui est présenté en tout cas dans son histoire, et ben il se rend compte qu'il est en fait totalement en périphérique. Mais alors totalement quoi. Le mec, le pauvre en plus quelque part psychologiquement, tu te dis bah merde, c'est assez particulier et c'est assez intelligent par contre parce qu'ils ont réussi à prendre enfin c'est très bien pensé au final parce que le contre-coup ensuite qui est pris par rapport à la fin et à la façon dont c'est fait, enfin bref, le personnage comprend qu'il est secondaire au final à tout ce qui se passe et il en devient il se transcende en fait lui-même dans le sens où c'est un expandables et ben il agit tout comme. Il agit comme une personne dont tu peux disposer comme ça et qui de toute façon sait qu'elle va crever avant la fin du film. Donc voilà, j'ai pas dit qu'il crevait avant la fin du film. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà. Ça encore, ça reste intelligent, mais dans le cheminement où c'est amené, il y a une espèce de critique là de la génération Y, encore une fois, et de la façon dont nous, on aurait apparemment été élevés, comme des demi-dieux. Qui m'a pour le coup ça me saoule un petit peu, là ça a été plutôt bien fait mais ça commence à être relativement saoulant d'entendre en gros que de toute façon faut se plier au monde parce que le monde il est comme ci et donc même si on a très envie de faire quelque chose de toute façon on n'y arrivera pas. C'est cette espèce de pensée négative qui en plus ça fonctionne, il y a beaucoup de gens qui se mangent ça dans la gueule et qui se disent, qui laissent tomber en fait des projets, qui laissent tomber leurs rêves et tout. Enfin bref, ça en devient relativement agaçant, n'est-ce pas? Donc, je pense que j'en ai plus ou moins terminé. Alors les mecs, ça va faire encore un truc super long. Putain, genre 22 minutes 30. Ça pique. Je pense que je vais faire des petites coupes dans tout ce que j'ai dit. En plus, il y a des moments où je me paume un peu dans mon propos. Mais en gros, voilà. Pour faire simple, c'était un grand moment de cinéma. Ce que je veux dire, on va faire une synthèse en fait de tout ce que j'aurais bien aimé pouvoir vous dire de façon un petit peu plus longue et préparée, parce que là, je vous avoue que je me jette dans le bain en mode, j'ai même pas pris de notes. Il y a 2 autres critiques qui vont sortir, là par contre j'ai pris des notes, à mon avis on verra la différence. Mais là je voulais vraiment que ce soit une critique à chaud. Ce que je voulais dire, c'est que le film a très bien conscience de ce qu'il est, a très bien conscience de son prédécesseur, et tout ce que son prédécesseur a donné, et bah, il a été une véritable suite. Il a tout repris et il a tout transcendé. Il a tout, mais genre en fait le 1 c'est la version évidemment, c'est la première version, la 1.0. Là c'est la 2.0, voire même la 3.0. Parce que franchement c'est incroyable à quel point... et pourtant vous dire le peu d'intérêt que moi je porte au premier film, vous dire que j'ai pu ressentir véritablement de façon aussi forte les liens qui sont faits entre les deux et les transformations qui sont faites en fait au sein du film par rapport à ce qu'on voit dans le premier film, c'est tout bonnement, c'est génial. Il y a vraiment, en plus dans le 1 on était très centré autour de Los Angeles. Là dans le 2 on a vraiment une vision un peu plus globale de ce qui se passe. Il y a des petits trucs qui arrivent ça et là, des petites on va dire des petites fibres de données qui apparaissent et qui étendent en fait totalement ta vision du monde dans lequel tu évolues dans le film. C'est absolument fantastique. Ils ont vraiment créé une véritable suite dans le sens vraiment premier du terme, où tu gardes en fait l'essence et tu te permets en fait de simplement modifier. C'est pas simple, au contraire, mais d'en faire quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus beau, et en étendant vraiment ton horizon, quoi. Ce qui fait vraiment du film quelque chose d'assez paradoxal, parce qu'au final, il va pas du tout, mais alors pas du tout briller par son scénar et par son histoire. Ce que tu vas retenir davantage, c'est vraiment tous les petits détails, le visuel déjà, absolument, il y a un espèce de délire, enfin il y a des délires visuels qui sont absolument géniaux, la façon dont sont agencées les pièces, la façon, enfin je vais pas trop vous en parler parce que ça va spoiler trop de choses. Et même certaines scènes, bon, qui sont pas super importantes à l'histoire, je veux que vous les voyez par vous-même. Je sais pas vraiment comment vous dire
clairement vous donner une définition ou une description vraiment telle quelle de ce que tu peux voir dans le film, mais on va dire que c'est grandiose, démesuré, surtout dans ce qui est de la richesse et tout ça par moment, dans tout l'aspect doré du film que vous verrez, non ouais, j'en ressors avec une très forte impression, et franchement, j'ai pas arrêté un seul moment dans le film, sauf quand c'était les moments avec Jared Leto, de me dire que c'était du génie. Voilà, on sort les gros mots, on sort la grosse artillerie, l'artillerie lourde. Donc ouais, on frôle, vraiment on touche du bout des doigts, voire peut-être même on se rentre dedans, je sais pas trop pour le coup, on verra les critiques qui va se manger dans la gueule, mais ouais, on touche du bout du doigt la perfection. Enfin peut-être pas la perfection, mais en tout cas le génie. Il y a un aspect qui est véritablement génial. C'est un film complet et qui a des choses à vous dire. Voilà. À défaut d'avoir des choses à raconter. Je suis méchant avec les scénaristes. mais c'est vrai que je suis un peu déçu par le scénar. L'histoire. Mais après, quelque part, c'est récurrent par rapport aussi au 1. Le 1 avait un scénario qui était pas non plus pas exceptionnel, quoi. C'était pas, il brillait pas par le scénar au final. Le 1 avait un délire très méta. Il y avait il y avait des délires assez méta dans le 1 qu'on retrouve pas forcément dans le 2, ou en tout cas pas du tout tourné de la même façon. Mais voilà, c'est pour peu. En plus, dans le 2, il y a des passages où tu te dis, je regarde quel film là. Je suis dans Blade Runner ou je suis dans autre chose. Enfin voilà, pour vous dire, c'est vraiment un film tel que j'en ai pas vu depuis mais des années, quoi. J'en suis plutôt choqué moi-même. Donc voilà, on va s'arrêter là après presque une demi-heure de critique. Vous allez juste avoir envie de m'arracher les yeux et de me les faire bouffer par le cul, n'est-ce pas? Donc on va s'arrêter là et je vais vous dire pour le coup, allez voir le film. Et je vais arrêter de dire pour le coup, promis, je me calme avec cette élocution là. Plus jamais je dis ça. Je vais essayer. Donc voilà, allez voir des films s'il vous plaît. En ce moment en plus il y a du bon grain qui sort. Donc voilà, et on se retrouve très prochainement donc pour 2 autres critiques, à moins qu'elles sortent avant celle-ci. On verra. Je vous fais des bisous et on se retrouve la prochaine. Dust Dragon on Due Day.